Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition et qui n'est autre que la poursuite, que la continuité de la lecture donc de Charles Dickens et de Wilkie Collins, qui n'est autre que L'Abîme. En attendant, si vous venez de nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre canapé et à nous faire un petit coucou aussi via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Évidemment, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Puis-je voir l'horloge en mouvement dit Obenreizer. Pardonnez ma curiosité, monsieur. Vous savez que j'ai passé autrefois pour un assez bon ouvrier horloger. Oui. Vous la verrez en mouvement, dit maître Voix. Quelle heure est-il 8 heures moins une minute. Attention, dans une minute, vous verrez la porte s'ouvrir d'elle-même. Une minute après, doucement, lentement, sans bruit, et comme poussée par des mains invisibles, la porte s'ouvrit et laissa voir une chambre obscure. Sur 3 des côtés, des planches garnissaient les murs du haut en bas. Sur ces planches étaient rangées, en bon ordre et par étage, des boîtes de bois ornées de marqueteries suisses en portant toutes, en lettres de couleur, des lettres fantastiques, le nom des clients de l'étude. Maître Voix alluma un flambeau. « Vous allez voir l'horloge, dit-il avec orgueil. Je peux dire que je possède la première curiosité de l'Europe. Et ce ne sont que des yeux privilégiés à qui je permets de la voir. Or, ce privilège, je l'accorde au fils de votre excellent père. Oui, oui, vous serez l'un des rares favorisés qui entrent dans cette chambre avec moi. Voyez-la sur le mur de droite du côté de la porte. »« Mais c'est une horloge ordinaire, s'écria Obenreizer. »« Non, elle n'a qu'une seule aiguille. »« Non, dit maître Voix, ce n'est pas une horloge ordinaire. Non, non. Cette seule aiguille tourne autour du cadran et le point où je la mets moi-même règle l'heure à laquelle la porte doit s'ouvrir. Tenez, l'aiguille marque 8 heures. La porte ne s'est-elle pas ouverte à 8 heures sonnant ? Est-ce qu'elle s'ouvre plus d'une fois par jour ? Demanda le jeune homme. Plus d'une fois, répéta le notaire avec un air de parfait mépris pour la simplicité de son nouveau clerc. Vous ne connaissez pas mon ami Tic-Tic. Il ouvrira bien autant de fois que je le lui dirai. Tout ce qu'il demande, ce sont des instructions. Et voilà que je les lui donne. Regardez au-dessous du cadran. Il y a ici un demi-cercle en acier qui pénètre dans la muraille. Là, c'est une aiguille appelée le régulateur qui voyage tout autour du cadran, suivant le caprice de vos mains. Remarquez, je vous prie, ces chiffres qui doivent me guider sur ce demi-cercle. Le chiffre 1 signifie qu'il faut ouvrir une fois dans les 24 heures. Le chiffre 2 veut dire ouvrez 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Tous les matins, je place le régulateur après avoir lu mon courrier. Et quand je sais quelle sera ma besogne du jour, aimeriez-vous à me l'avoir placée ? Quel jour aujourd'hui ? Mercredi, bon. C'est la réunion des tireurs à la carabine, je n'aurai pas grand-chose à faire. Je suis sûre d'une demi-journée de congé. On pourra bien quitter l'étude après 3 heures. Serrons d'abord le portefeuille avec les papiers de la municipalité. Voilà qui est fait. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'ennuyer Tic-Tic et de lui demander d'ouvrir avant demain matin à 8 heures. Je fais reculer le régulateur jusqu'au numéro 1. Je referme la porte. Eh bien, qui l'ouvrira avant 8 heures demain matin ? Obenreizer sourit. Il avait déjà vu le côté faible de l'invention préconisée par le notaire. Il savait comment l'horloge à secret pouvait trahir la confiance de M. Voix et laisser ses papiers à la merci de son clerc. « Arrêtez, monsieur !» cria-t-il au moment où le notaire allait fermer la porte. Quelque chose a remué parmi les boîtes. Maître Voix se retourna. Une seconde suffit à la main agile d'Obenreizer pour faire avancer le régulateur du chiffre 1 au chiffre 2. À moins que le notaire, regardant de nouveau le cercle d'acier, ne s'aperçût de ce changement, la porte allait s'ouvrir à 8 heures du soir, et personne, Obenreizer excepté, n'en saurait rien. « Je n'ai point vu remuer ces boîtes, dit maître Voix. Vos chagrins, mon fils, vous ont ébranlé les nerfs. Vous avez vu l'ombre projetée par le vacillement de ma bougie ? Ou bien encore quelques pauvres petits coléoptères qui se promènent au milieu des secrets du vieil homme de loi ?
Écoutez, j'entends votre camarade, l'autre clerc dans l'étude, à l'ouvrage. Posez aujourd'hui la première pierre de votre nouvelle fortune. Et il poussa gaiement Obenreiser hors de la chambre noire. Avant d'éteindre sa lumière, il jeta un dernier regard de tendresse sur son horloge, un regard qui ne s'arrêta pas sur le régulateur, et referma la porte de chêne derrière lui. À 3 heures, l'étude était fermée. Le notaire, ses employés et ses serviteurs se rendirent au tir à la carabine. Obenreiser, pour s'excuser de les accompagner, avait fait entendre qu'il n'était point d'humeur à assister à une fête publique. Il sortit. On ne le vit plus. On pensa qu'il faisait au loin quelques promenades solitaires. À peine la maison était-elle close et déserte qu'une garde de robe s'ouvrit, une garde-robe reluisante qui donnait dans le cabinet reluisant du notaire. Obenreiser en sortit. Il s'approcha d'une croisée, ouvrit les volets, s'assura qu'il pourrait s'évader sans être aperçu par le jardin, rentra dans sa chambre et s'assit dans le fauteuil de maître voix. Il avait 5 heures à attendre. Il tua le temps comme il put, lisant les livres et journaux épars sur la table, tantôt réfléchissant, tantôt marchant de long en large, suivant sa chère coutume. Le temps enfin se coucha. Obenreiser referma les volets avec soin avant d'allumer la bougie. Le moment approchait. Il s'assit, montre en main, guettant la porte de chêne. À 8 heures, doucement, lentement, sans bruit, comme poussé par une main invisible, la porte s'ouvrit. Il lut, l'un après l'autre, tous les noms inscrits sur les boîtes de bois. Nulle part ce qu'il cherchait. Il écarta la rangée extérieure et continua son examen. Là, les boîtes étaient plus vieilles, quelques-unes même fort endommagées. Les 4 premières portaient leur nom écrit en français et en allemand. Le nom de la 5e était illisible. Obenreiser la prit, l'emporta dans l'étude pour l'examiner plus à l'aise. Miracle! Sous une couche épaisse de taches produites par la poussière et par le temps, il lut « Vandale ». La clé tenait par une ficelle à une boîte. Il ouvrit, tira 4 papiers détachés, les posa sur la table et commença de les parcourir. Tout à coup, ses yeux animés par une expression d'avidité sauvage se troublèrent. Un cruel désenchantement, une surprise mortelle se peignit en même temps sur son visage blêmi. Il mit sa tête dans ses mains pour réfléchir, puis il se décida, prit copie de ces papiers qu'il venait de lire, les remit dans la boîte à sa place, dans la chambre noire, referma la porte de chêne, éteignit la bougie et s'esquiva par la croisée. Tandis que le voleur, le meurtrier, franchissait le mur du jardin, le notaire, accompagné d'un étranger, s'arrêta devant sa maison, tenant sa clé dans la main. « De grâce, monsieur Bintray, disait-il, ne passez pas devant chez moi sans me faire l'honneur d'y entrer. C'est presque un jour de fête dans la ville. Le jour de notre tir. Mais tout le monde sera de retour avant 1 heure. N'est-il pas plaisant que vous vous soyez justement adressé à moi pour demander le chemin de l'hôtel? Eh bien, buvons et mangeons ensemble avant que vous vous y rendiez. » « Non, pas ce soir, reprit Bintray. Je vous remercie. Puis-je espérer de vous rencontrer demain matin vers 10 heures? Oh, je serais ravie de saisir l'occasion la plus prompte de réparer, avec votre permission, le mal que vous faites à mon client offensé, repartit le bon notaire. Oui, oui, fit Bintray. Votre client offensé. C'est bon, mais un mot à l'oreille, monsieur Voix. Il parla pendant 1 seconde à voix basse et continua sa route. Lorsque la femme de charge du notaire revint à la maison, elle le trouva debout devant la porte, immobile, tenant toujours sa clé à la main et la porte toujours fermée. Victoire d'Obenreiser. La scène change encore une fois. Nous sommes au pied du Simplon, du côté de la Suisse. Dans l'une des tristes chambres de cette triste auberge du Britz, étaient assis Bintray et maître Voix. Ils étaient un conseil.
Suivant les habitudes de leur profession, un conseil composé de 2 membres. Bintray fouillait sa boîte à dépêche. Maître Voie regardait sans cesse une porte fermée, peinte en une certaine couleur brune qui se proposait d'imiter l'acajou. Cette porte s'ouvrit sur la chambre voisine. L'heure n'est-elle pas arrivée? Ne devait-il pas être ici? Fit le notaire qui changea la direction de son regard pour examiner une seconde porte à l'autre bout de la chambre. Celle-là était peinte en jaune et se proposait d'imiter le bois de sapin. « Il est ici, répliqua Bintray après avoir écouté un moment. La porte jaune fut ouverte par un valet qui introduisit Obenreiser. Il salua Maître Voie en entrant avec une familiarité qui ne causa pas peu d'embarras au notaire. Il salua Bintray avec une politesse grave et réservée. « Pour quelle raison m'a-t-on fait venir de Neuchâtel au pied de cette montagne ?» demanda-t-il en prenant le siège que l'homme de loi anglais lui indiquait. « Votre curiosité sera complètement satisfaite avant la fin de notre entrevue, » répliqua Bintray. « Pour le moment, voulez-vous me permettre un conseil ?»« Oui, eh bien, allons tout droit aux affaires. Je suis ici pour représenter votre nièce. En d'autres termes, vous, homme de loi, vous êtes ici pour représenter une infraction à la loi. » « Admirablement engagé, s'écria l'Anglais. « Si tous ceux à qui j'ai affaire étaient aussi nets que vous, que ma profession deviendrait aisée. Je suis donc ici pour représenter une infraction à la loi. Voilà votre façon à vous d'envisager les choses, mais j'ai aussi la mienne et je vous dis que je suis ici pour essayer d'un compromis entre votre nièce et vous. » Pour en discuter un compromis, interrompit Obenreiser, la présence des 2 parties est indispensable. Je ne suis pas l'une de ces 2 parties. La loi me donne le droit de contrôler les actions de ma nièce jusqu'à sa majorité. Or, elle n'est pas majeure. C'est mon autorité que je veux. À ce moment, Maître Voie essaya de parler. Bintray, de l'air de compatissante indulgence qu'on emploie envers les enfants gâtés, elle lui imposa silence. « Non, mon digne ami, non, pas un mot. Ne vous agitez pas vainement, laisse-moi faire. » Et se retournant vers Obenreiser, il s'adressa de nouveau à lui. « Je ne puis rien trouver qui vous soit comparable, monsieur, dit-il, à rien que le granit. Encore le granit même s'use-t-il par l'effet du temps. De grâce, dans l'intérêt de la paix et du repos, au nom de votre dignité, laissez-vous amollir un peu. Ah, si vous vouliez seulement déléguer votre autorité à une personne que je connais, vous pourriez être bien sûr que cette personne ne perdrait jamais, ni jour, ni nuit, votre nièce de vue. » « Vous perdez votre temps et le mien, interrompit Obenreiser. Si ma nièce n'est pas rendue à mon autorité ce 8 jours, j'invoquerai la loi. Si vous résistez à la loi, je saurai la prendre de force. » En même temps, il se dressait de toute sa taille. Maître Voie regarda encore une fois autour de lui vers la porte brune. « Ayez pitié de cette pauvre jeune fille, reprit Bintray avec insistance. Rappelez-vous qu'elle a tout récemment perdu son fiancé. Il a eu une mort affreuse. Rien ne pourra donc vous toucher. » Rien. Bintray se leva à son tour et regarda Maître Voie. La main du notaire qui s'appuyait sur la table commença de trembler. Ses yeux demeurèrent fixés comme par une sorte de fascination irrésistible sur la porte brune. Obenreiser, qui observait tout avec méfiance, suivit la direction de ce regard. « Il y a là une personne qui nous écoute, » s'écria-t-il. « Il y en a 2, fit Bintray. Qui sont-elles ? Vous allez les voir. » Il éleva la voix et ne dit qu'un mot bien commun, qui se trouve journellement sur les lèvres de tout le monde. « Entrez !» La porte brune s'ouvrit. Soutenue par Marguerite, pâle, le bras droit en écharpe, Vandal se trouva debout devant son meurtrier. Un fantôme sortant de la tombe. Durant le silence qui suivit, le chant d'un oiseau en cage qui gazouillait en bas de la cour fut le seul bruit qu'on entendit dans cette chambre. Maître Voie toucha le bras de Bintray et lui montrant Obenreiser, « Regarde-le, dit-il tout bas. » Cette émotion terrible avait paralysé le misérable. Son visage était celui d'un cadavre et sur sa joue pâle, un seul point gardait la couleur de la vie. C'était cette raie pourpre et sanguinolente, la cicatrice de la blessure que sa victime lui avait faite au bord du gouffre en se débattant contre lui. Sans voix, sans haleine immobile, stupide, on eût dit que, à l'aspect de Vandal, la mort à laquelle il avait condamné son ennemi venait de le frapper lui-même. « Quelqu'un devrait lui parler, dit Maître Voie. Dois-je le faire ?
Mais en ce moment, Bintrey s'opiniâtra à faire taire l'heureux possesseur de l'horloge à secret, l'homme de loi anglais entendant se réserver entièrement la direction de cette affaire. Il fit signe à Marguerite et à Vandal de sortir. « Le but de votre apparition soudaine est rempli, dit-il à ce dernier. Éloignez-vous. Quant à présent, votre absence aidera sans doute M. Obenreiser à recouvrer le sens et la voix qu'il a perdue. » Bintrey avait deviné juste. À peine les deux fiancés eurent-ils disparu, à peine la porte brune se fut-elle refermée derrière eux qu'Obenreiser fit entendre un profond soupir. Il chercha une chaise autour de lui et s'y laissa tomber lourdement. « Donnez-lui le temps de s'y remettre, fit Maître Voix. « Point du tout, dit Bintrey. Je ne sais l'usage qu'il ferait de ce temps, si je le lui accordais. »« Monsieur, reprit-il, en se tournant vers Obenreiser, je me dois à moi-même. Remarquez bien que je n'admets pas ce que je vous doive quelque chose à vous, d'expliquer mon intervention dans tout ceci et de vous apprendre ce qui a été fait d'après mes avis, sous ma responsabilité entière. Êtes-vous en état de m'écouter ? » ?»« Je vous écoute. » »« Rappelez-vous l'époque à laquelle vous vous êtes mis en route pour la Suisse avec Vandal, commença Bintrey. À peine 24 heures s'étaient écoulées depuis votre départ que votre nièce commettait une imprudence. Avec toute votre pénétration même, vous n'auriez pu la prévoir. Elle suivait son fiancé dans ce voyage sans demander avis ni permission à qui que ce fût au monde et sans autre compagnon pour la protéger en route qu'un garçon de cave au service de Vandal. « Pourquoi ?» s'écria Obenreiser. D'où lui était venue cette pensée de nous suivre et comment avait-elle pris cet homme pour guide ? Je vais vous le dire, cria froidement Bintrey, parce qu'elle soupçonnait qu'une querelle très sérieuse avait dû avoir lieu entre vous et Vandal et qu'on le lui a caché, parce qu'elle vous croyait, et avec raison, capable de servir vos intérêts et de satisfaire vos ressentiments par un crime. Aussitôt, après votre départ, elle s'adressa à ce Joe Ladle, que vous connaissez afin de savoir ce qui s'était passé entre vous et son maître. Un accident fort ordinaire arrivé à Vandal dans ses caves avait éveillé chez cet homme une superstition ridicule. Il était frappé de l'idée que M. Vandal mourrait de mort violente. Votre nièce lui arracha cette prédiction insensée qui porta ses propres craintes à leur comble. Aussitôt, Joe Ladle eut conscience du mal qu'il venait de faire. Il se condamna lui-même à la seule expiation qu'il pouvait offrir. « Si mon maître est en danger, dit-il à Marguerite, est-il de mon devoir d'aller à son secours et encore plus de veiller sur vous ?» Ils se mirent donc en route, tous les deux. C'est la première fois, monsieur Obenreiser, qu'une superstition a servi à quelque chose. Cette terreur qui paraissait sans fondement a décidé votre nièce à entreprendre ce voyage et l'a conduite à sauver la vie de celui qu'elle aimait. Jusqu'ici, me comprenez-vous ? Jusqu'ici, je vous comprends. La première connaissance de votre crime, poursuivit l'Anglais, me parvint par une lettre de mademoiselle Marguerite. Et tout ce qu'il me reste à vous faire savoir, c'est que son amour et son courage surent retrouver votre victime. Elle mit toute son énergie à rappeler M. Vandal à la vie. Tandis qu'il était mourant, soigné par elle à Britz, elle m'écrivait pour me prier de me rendre auprès de lui. Avant mon départ, j'avertis Madame Dor de ce que je venais d'apprendre. Je lui dis que mademoiselle Obenreiser était en sûreté et que je connaissais le lieu de sa retraite. La bonne dame, à son tour, m'informa qu'une lettre était arrivée pour votre nièce et qu'elle avait reconnu votre écriture. Je m'en emparerai et pris des arrangements pour que toutes celles qui suivaient me fussent remises. Arrivé à Britz, je trouvai M. Vandal hors de danger et je m'employai tout de suite à hâter le jour où je pourrais régler enfin mes comptes avec vous. Je savais que Defrenier et compagnie s'étaient séparés de vous sur de certains soupçons. Je le savais mieux que personne, car ils n'ont agi que sur des renseignements particuliers que je leur avais fait passer. Vous ayant donc dépouillé tout d'abord de votre honorabilité menteuse, il me restait à vous arracher votre autorité sur mademoiselle Marguerite. Pour atteindre ce but, je n'ai pas connu de scrupules. C'est en parfaite sûreté de conscience que j'ai creusé le piège, sous vos pas et dans l'ombre. Et, faut-il vous l'avouer, j'ai même éprouvé une certaine satisfaction professionnelle à vous battre avec vos propres armes. Par mon ordre, on vous a soigneusement caché jusqu'à ce jour tout ce qui s'était passé depuis 2 mois. C'est ma main,
invisible mais toujours active qui vous a amené ici par degrés. Je ne voyais qu'un seul moyen de faire monter d'un seul coup cette assurance diabolique qui, jusqu'à présent, a fait de vous un homme redoutable. Ce moyen, je l'ai employé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire ensemble. Une seule, monsieur Obenreiser. Eh bien, je préfère ici achever donc cette lecture, comme ça il nous en restera une dernière. En tout cas, pour moi, c'est un véritable plaisir donc de vous lire L'Abîme de Charles Dickens et de Wilkie Collins. Et en attendant, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures littéraires, donc dans Voyage au bout de la nuit. À tout de suite.